Je m'appelle Étienne Morel et pendant longtemps, j'ai cru que ma vie était le monument d'un travail acharné et d'une stabilité exemplaire. À 36 ans, je dirige ma propre entreprise de dépannage en plomberie et chauffage. De l'instant où mon réveil hurle à 5 heures du matin jusqu'à ce que je ferme mon camion le soir, mon univers se résume à une honnête labeur. La morsure d'une clé anglaise sur un tuyau rouillé, le bourdonnement satisfaisant d'une pompe à chaleur nouvellement installée, le déclic net d'une connexion électrique. J'ai bâti tout cela à partir de rien. Mon père était ouvrier en usine et il a tout perdu lors de la fermeture du site. Ma mère, serveuse, ne cessait de s'inquiéter des factures. Je m'étais juré de ne jamais vivre ainsi. Je voulais construire quelque chose de si solide, d'inébranlable, que cela puisse résister à n'importe quelle tempête. Il y a 4 ans, j'ai rencontré Chloé lors d'un barbecue chez des amis. Elle riait dans sa robe d'été, et elle semblait voir l'homme derrière mes mains, marqué par la graisse. Elle appréciait mon ambition, mes horaires à rallonge. Et mes projets. Elle était belle, avec ses sourires lumineux et son esprit vif. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant de nous marier. Quelques mois après les noces, elle a quitté son poste de réceptionniste. Je veux me consacrer à faire de notre maison un véritable foyer, m'a-t-elle dit. Je n'ai pas posé de questions. Mon salaire suffisait amplement, et l'idée de rentrer chez moi auprès d'une femme qui s'occuperait des détails du quotidien me semblait être la récompense de toutes mes années de dur labeur. En apparence, notre mariage était une pelouse parfaitement tondue. Nous parlions d'enfants, d'avenir, de vacances que nous ne prenions jamais. Mais c'était la routine qui nous soudait. Une chorégraphie silencieuse d'une vie vécue côte à côte. Je faisais des journées de 10 ou 12 heures, et quand je rentrais, elle avait préparé quelque chose, ou commandé un repas. Nos conversations se limitaient aux banalités du jour. L'intimité physique avait presque disparu, mais je me disais que c'était normal. La vie nous éloigne parfois. Elle semblait contente. Et c'était tout ce qui comptait pour moi. J'étais content aussi. Notre maison était l'incarnation physique de ma réussite. C'était un pavillon modeste de 3 chambres dans une banlieue calme de la périphérie parisienne, là où les voisins se connaissent encore. Chaque recoin de cette maison était une partie de moi. J'avais refait toute l'installation électrique, construit les meubles de cuisine et poncé le parquet moi-même. C'était mon royaume. La preuve que j'avais vaincu mon passé. Mais ces 6 derniers mois, une petite fissure insidieuse était apparue dans les fondations. Chloé s'est attachée à son téléphone, gardant toujours l'écran loin de moi. Quand elle répondait à des messages, son sourire n'était pas pour moi. Il était pour l'écran. Elle a commencé à s'habiller davantage, non pas pour nos rares sorties, mais pour ses courses ou ses cours de yoga. Quand je demandais ce qu'elle faisait de ses journées, ses réponses devenaient vagues et distraites. Je repoussais mes doutes, blâmant ma fatigue. Je lui faisais confiance. Ne pas lui faire confiance, c'était admettre que la vie que j'avais construite n'était qu'un mensonge, une vérité que je n'étais pas prêt à affronter. J'aurais dû écouter mon instinct. Car le lendemain après-midi, tout mon monde allait s'effondrer sur le parking d'un hôtel. J'avais reçu un appel pour une réparation d'urgence dans un hôtel de luxe récemment ouvert dans le centre, un travail qui allait briser l'illusion dans laquelle je vivais. Le Grand Méridien était tout ce que je n'étais pas. Chrome poli et opulence silencieuse, un endroit où l'air lui-même semblait trop pur. J'ai garé mon vieux camion utilitaire sur l'aire de service, ma caisse à outils grinçant sur le siège passager, un contraste saisissant avec les voitures de luxe du parking. C'était pour un climatiseur défectueux dans une suite, un travail rapide, pensais-je. J'en aurais pour 1 heure. Puis, je l'ai vu. Le choc fut physique.
Elle est sortie d'une BMW argentée élégante, une voiture que je ne connaissais pas, son rire résonnant dans le silence du parking. Souterrain. Ce n'était pas le rire de ma femme. C'était un rire libéré, que je n'avais pas entendu depuis des années. Elle portait une robe vert émeraude que je ne lui connaissais pas, moulante et scintillante sous la lumière. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Elle n'était pas habillée pour faire des courses. Elle était habillée pour un rendez-vous. À ses côtés, un homme grand, sûr de lui, en costume sur mesure. Sa main était posée sur le bas de son dos, ses doigts y reposant avec une familiarité qui me noie l'estomac. Ils se dirigeaient vers l'entrée de l'hôtel, leurs corps si proches. Leurs mains entrelacées. Mon esprit, dans une tentative désespérée de me protéger, a essayé de rationaliser. Un collègue? Un ami? Peut-être son cousin. Que je n'avais jamais rencontré? Mais la façon dont elle le regardait, cette intimité dans leurs mouvements, ce n'était pas de l'amitié. C'était un monde secret dont je ne faisais pas partie. Le monde d'une femme adultère et de son amant. Je suis resté là, figé, ma caisse à outils devenant soudainement impossible à porter, un poids mort dans ma main. Mon souffle s'est coupé. Je voulais entrer en trombe, crier son nom, briser cette scène parfaite. Je voulais la traîner par le bras et l'exposer devant lui. Mais mes jambes ne bougeaient pas. Une partie de moi, la partie rationnelle enfouie sous une vague de rage viscérale, m'a retenu. Je me suis retourné et je suis remonté dans mon camion. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à mettre le contact. Le travail était oublié. J'ai appelé la réception, ma voix devenue un monotone creux, et j'ai menti en invoquant une urgence familiale. Alors que j'étais assis dans ce parking, serrant le volant jusqu'à ce que mes articulations blanchissent, la douleur de la trahison fut vite éclipsée par quelque chose de bien plus froid. J'ai pensé à la maison que j'avais bâtie, à l'argent que j'avais économisé, à la vie dans laquelle j'avais versé ma sueur et mon sang. J'ai pensé à tous les mensonges, aux réponses vagues, aux téléphones secrets. Tout s'est mis en place. Une mosaïque horrible de tromperies. Et puis, la clarté est arrivée. Si je la confrontais, elle mentirait. Elle me ferait passer pour fou, dirait que j'inventais tout. Elle retournerait la situation contre moi. Et à la fin, elle prendrait la moitié de tout ce que j'avais construit. L'idée qu'elle parte avec mon argent, ma maison, ma tranquillité d'esprit, était une douleur encore plus profonde que la trahison elle-même. Alors, j'ai fait un choix. Je ne dirai rien, pas encore. Je rentrerai et j'agirai normalement. Je jouerai le mari aimant et crédule. Et pendant qu'elle vivrait sa double vie, je rassemblerai silencieusement, méticuleusement, chaque preuve. Je montrai un dossier si solide qu'elle n'aurait aucune défense. Le moment venu, je ne me contenterai pas de la quitter. Je la détruirai si complètement qu'elle ne s'en remettrait jamais. Je suis rentré chez moi, l'esprit déjà devenu un champ de bataille stratégique. 2 heures plus tard, quand elle est entrée, le maquillage légèrement étalé, un faux sourire aux lèvres, elle a prétendu avoir déjeuné chez une amie. Je l'ai accueillie dans la cuisine, j'ai souri en retour et j'ai dit « Ça sent bon, ma chérie ». Je me suis penché pour l'embrasser sur la joue, un baiser fantôme qui était une promesse de guerre. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle trahissait était sur le point de devenir son pire cauchemar. Le lendemain matin, j'étais un fantôme dans ma propre vie. J'ai préparé le café, mes mouvements étant le rituel pratiqué de l'homme que j'étais autrefois. J'ai embrassé Chloé pour lui dire au revoir. Ses lèvres étaient douces, ignorantes. Elle m'a donné ce petit sourire à moitié réveillé. Le même sourire depuis 4 ans. L'homme qui sortait par la porte était une imitation
parfaite d'Étienne Morel. L'homme à l'intérieur avait disparu. Remplacé par quelque chose de plus froid, de plus concentré. Pendant ma pause déjeuner, j'ai conduit dans un quartier où je n'allais jamais. Une rue sordide bordée de magasins de rachat d'or et d'épiceries de nuit. J'ai monté un escalier grinçant. Vers un petit bureau au-dessus d'une boutique, l'air épais d'odeur de vieux papier et de poussière. Je rencontrai Ryan Carter, un détective privé. Recommandé par un ami. Le bureau de Ryan était dépouillé, son visage une carte routière d'expérience durement acquise. C'était un ancien policier, et ses yeux avaient ce regard fatigué de celui qui a tout vu. Je lui ai tout exposé, chaque détail déchirant, ma voix plate et sans émotion. Il a écouté, son stylo grattant sur un bloc-notes. Quand j'ai fini, je lui ai posé la seule question qui comptait. De combien de preuves ai-je besoin? Ryan s'est adossé à sa chaise. Assez pour que son avocat ne puisse pas contester quoi que ce soit, a-t-il répondu, sa voix aussi sèche que l'air ambiant. Photos, vidéos, reçus. Horodatage. Nous documenterons tout. Je vais placer un traceur GPS sur ça. Voiture. Comme elle est à votre nom, nous sommes dans la légalité. Je vais établir des plannings de surveillance. Selon la fréquence de ces rendez-vous. Je peux vous fournir un dossier en béton en 2 à 4 semaines. La compte était élevée, 3 500 € immédiatement. Je n'ai pas hésité. J'ai sorti une liasse de billets de mon portefeuille, l'argent que j'avais mis de côté pour une nouvelle chaudière. C'était un petit prix pour la vérité. Ryan s'est mis au travail immédiatement. 3 jours plus tard, il m'a appelé. Il avait compris son schéma. Elle rencontrait son amant, un promoteur immobilier nommé Jackson Taylor, 2 fois par semaine au Grand Méridien. Parfois, il déjeunait dans des restaurants chics où je ne pourrais jamais mettre les pieds. À la maison, la représentation commençait. La guerre silencieuse. J'ai joué le rôle du mari. Dévoué à la perfection. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Je complimentais ses nouvelles tenues. Elle parlait de ses cours de yoga, de ses cafés avec des amis. Chaque mensonge qu'elle proférait, chaque faux sourire. Chaque « je t'aime » était un clou de plus dans le cercueil de notre mariage. Le plus dur n'était pas la colère. C'était la solitude. Je ne pouvais le dire à personne. Je ne pouvais m'appuyer sur aucun ami. Je devais être fort, fonctionnel et confiant. La nuit, couché à ses côtés, je fixais le plafond, me sentant comme un fantôme dans ma propre maison, un étranger dans ma propre peau. 3 semaines plus tard, Ryan a rempli sa mission. Les preuves étaient dans une pochette, un paquet épais de froide et dure vérité. Des photos de Chloé et Jackson entrant dans des chambres d'hôtel, leurs mains entrelacées. Des horodatages montrant qu'elle y passait des heures. Une vidéo floue d'eux s'embrassant dans sa voiture, leur corps formant une silhouette intime. Et une pile de reçus de sa carte bancaire, les hôtels, les dîners, même l'achat d'un collier en diamant que je l'avais vu porter la semaine dernière. L'épreuve n'était pas seulement une confirmation de sa trahison. C'était une carte de ma propre stupidité. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse profonde. Le soulagement de connaître la vérité mélangée au chagrin d'une vie bâtie sur un mensonge. Avec les preuves en main, j'ai pris un autre rendez-vous. Ma prochaine étape était un cabinet d'avocats, un immeuble de bureau moderne qui sentait la réussite. Claire Watson, ma nouvelle avocate, spécialisée en divorce, était une force de la nature. Elle avait la cinquantaine, une mise impeccable et des yeux qui ne laissaient rien passer. J'ai exposé le dossier, les photos, les vidéos, le fait que Chloé n'avait pas travaillé depuis 4 ans. Claire a écouté, son expression indéchiffrable. C'est du classique, a-t-elle déclaré,
sa voix tranchante. Adultère. Dépendance financière, preuve documentée. Dans cet état, nous pouvons en tirer un règlement avantageux. Elle n'aura pas de pension compensatoire. Vous garderez la maison, votre entreprise, vos économies. Nous déposerons une demande pour faute, et nous utiliserons ces preuves pour la pousser à signer rapidement. Je l'ai regardé, ma voix n'étant plus qu'un murmure creux. Quand un léger sourire a effleuré ses lèvres. Dès que vous serez prêt, nous rédigerons les papiers. Vous me direz quand lui faire signifier. Je vous recommande de le faire quand vous êtes présent. Cela vous donne le contrôle. Nous avons fixé une date à 2 semaines. Assez de temps pour finaliser la paperasse, pour m'assurer qu'il n'y avait pas de détails oubliés. Assez de temps pour mettre mes affaires en ordre. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec l'odeur de mon plat préféré, des lasagnes. Chloé était dans la cuisine, fredonnant à la radio. Complètement inconsciente. Je savais que c'était la dernière fois que je jouerais la comédie. Bientôt, son mensonge parfait volerait en éclats, et je serais là pour regarder chaque seconde. C'était un mardi soir, un choix délibéré. Je savais que Chloé ne voyait pas Jackson le mardi. Elle aimait limiter ses aventures à mes journées les plus chargées, généralement les mercredis et vendredis. Elle serait chez elle, complaisante, installée, sans la moindre méfiance. À exactement 18h30, je suis entré. J'étais calme, presque anormalement, comme un lac de glace sur le feu. J'avais répété ce moment 100 fois dans ma tête, peaufinant mes répliques. Chloé était sur le canapé, les jambes repliées, faisant défiler son téléphone. Elle n'a même pas levé les yeux. Tout de suite. Salut chérie, comment était le boulot, a-t-elle marmonné, sa voix paresseuse et familière. Long, ai-je répondu, posant mes clés sur le comptoir dans un cliquetis discret. Mais productif. Je ne me suis pas assis à côté d'elle. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le fauteuil en travers de la pièce, créant une distance, faisant de ma présence une intrusion. Elle m'a jeté un coup d'œil, saisissant l'absence de chaleur, mais l'a ignoré, retournant à son écran. J'ai pris la télécommande et changé de chaîne, tombant sur un documentaire animalier. À l'écran, une lionne traquait un zèbre solitaire, son mouvement lent, méthodique, inévitable. L'ironie m'a fait sourire. Intérieurement. J'ai attendu. À 19h précise, la sonnette a retenti. Chloé a froncé les sourcils, quittant son téléphone des yeux. On attend quelqu'un. J'ai gardé mon regard fixé sur la télévision, observant le prédateur réduire l'écart. Pas nous, ai-je dit doucement, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. Toi. Elle s'est levée, agacée par l'interruption, et s'est dirigée vers la porte. Quand elle l'a ouverte, un jeune homme en costume bon marché se tenait là, tenant une épaisse enveloppe Kraft. Chloé Hall, a-t-il demandé, son ton plat et professionnel. Oui, a-t-elle répondu, sa voix empreinte de confusion. Vous êtes assigné. Il lui a tendu l'enveloppe, a fait un signe de tête bref et est reparti rapidement, se fondant dans la pénombre. Chloé a fixé l'enveloppe, son visage se vidant de toute couleur. Son assurance a commencé à se fissurer immédiatement. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle déchirait maladroitement la fermeture. Je l'observais. Depuis mon fauteuil, totalement immobile. Le silence de la pièce n'était ponctué que par la voix du narrateur du documentaire décrivant l'attaque finale, fatale, de la lionne. Elle a sorti les documents. Ses yeux ont scanné la première page. Divorce en caractères gras. Puis différents irréconciliables. Puis son regard est tombé sur la fin, où Claire, mon avocate, avait astucieusement agrafé quelques photos compromettantes.
La couleur a quitté son visage, la laissant pâle et creuse. Puis le sang est revenu en une vague violente, rendant ses joues cramoisies. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix est éteinte. Murmure fragile, le dernier souffle de son déni parfait. Je me suis enfin penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux. C'est exactement ce que ça semble être. Je sais pour Jackson. Je sais pour le Grand Méridien. Je sais pour chaque déjeuner, chaque mensonge, chaque fois que tu es rentré en sentant l'eau de toilette d'un autre, prétendant que tu étais au yoga. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, incapable de formuler une défense cohérente. Elle regardait les photos, elle et Jackson, indéniables, nettes, claires comme le jour, entrant dans l'hôtel, s'embrassant passionnément sur le parking. Étienne, ce n'est pas, ne le fais pas. Je l'ai coupé, ma voix froide et stable. Sans aucune trace de la rage qu'elle attendait. Ne m'insulte pas avec plus de mensonges. Tu as épuisé ta dernière chance de dire la vérité il y a des semaines. Elle a laissé tomber l'enveloppe, les papiers s'éparpillant sur le parquet, et elle s'est effondrée instantanément. Elle est tombée à genoux, les larmes coulant déjà, la mise en scène s'intensifiant. Étienne, s'il te plaît. C'était une erreur. J'étais seul. Tu travailles toujours. Je ne voulais pas que ça arrive. Elle a commencé à supplier. Je me suis levé instantanément, m'éloignant de ses mains frénétiques. Tu ne voulais pas baiser un autre homme. Dans un hôtel 2 fois par semaine pendant 3 mois? Tu ne voulais pas utiliser mon argent, l'argent que j'ai gagné à réparer des chaudières et des toilettes pour acheter de nouvelles robes afin de l'impressionner? Tu ne voulais pas me mentir en face tous les jours? Elle sanglotait hystériquement. Maintenant, se tenant la tête. S'il te plaît, on peut arranger ça. Je vais rompre avec lui. Je ne le reverrai plus jamais. On peut aller voir un conseiller conjugal. S'il te plaît, Étienne, je t'aime. Tu m'aimes? J'ai répété, un rire sec et dur m'échappant. Tu ne sais même pas ce que ce mot signifie. Est-ce que tu sais ce que j'ai fait pendant que tu jouais la célibataire là-bas? J'ai travaillé. J'ai économisé. J'ai construit cette vie. J'ai fait un geste vers la maison, ma maison, et tu l'as jetée pour un type avec des costumes chic et une belle voiture. Je suis désolé, a-t-elle étouffé, sa voix se brisant. Je suis tellement désolé. J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. J'ai fait défiler le dossier privé que Ryan m'avait donné et j'ai orienté l'écran vers elle. Une vidéo a été lue, un court clip. Silencieux d'elle et Jackson riant, sa tête reposant sur son épaule. C'est ça. Ton regret? Parce que pour moi, ça ressemble à quelqu'un qui était certain de ne jamais se faire prendre. Chloé s'est enfin effondrée, enterrant son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots impuissants. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien, ai-je dit platement, passant devant elle vers le comptoir. Je veux que tu signes les papiers. Mon avocat te contactera avec les détails. Tu n'auras pas de pension. Tu n'auras pas la maison. Tu n'auras rien. Sauf la chance de partir tranquillement. Son visage s'est relevé, trempé de larmes, la peur remplaçant la culpabilité. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu en attrapant ma veste. Peut-être que Jackson t'accueillera. Ou peut-être que tu comprendras comme moi, en travaillant. J'ai pris mes clés. Je dors chez un ami ce soir. Je veux que tu sois parti d'ici à la fin de la semaine. Prends tes vêtements, tes affaires personnelles, rien d'autre. Si tu prends un centime ou un objet qui est à moi, je porterai plainte pour vol, et j'ai les reçus pour tout dans cette maison. Étienne, s'il te plaît. Je me suis retourné une dernière fois, mes yeux
rencontrant les siens, dénués de toute connexion, de tout regret. C'est fini? Chloé. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Je suis sorti, le bruit de la porte qui se fermait étouffant ses sanglots. Je suis monté dans mon camion et je suis parti. Dans le rétroviseur, je pouvais la voir debout dans l'encadrement de la porte illuminée, une petite silhouette brisée contre le royaume qu'elle avait perdu. Pour la première fois depuis des semaines, la tension a quitté ma poitrine et j'ai eu l'impression de pouvoir vraiment respirer. Elle était hors de ma vie. Mais l'homme qui l'avait aidé à me trahir, Jackson Taylor, se promenait toujours comme s'il n'avait rien fait de mal. Cela allait changer. 2 semaines après le départ de Chloé, le divorce était en grande partie réglé. La maison était à moi. L'entreprise était sauve. Mon avocate, Claire, avait utilisé les preuves comme un scalpel, laissant Chloé avec rien d'autre que ces quelques cartons de vêtements et l'humiliation de la défaite. La paperasse était signée, la menace de révélation publique suspendue. Au-dessus de sa tête suffisant à l'empêcher de contester le règlement. J'aurais dû ressentir de la paix. Mais le vide silencieux de la maison ne suffisait pas. Une brûlure froide et familière persistait dans ma poitrine. Ce n'était plus à propos d'elle. C'était à propos de Jackson Taylor. L'homme qui était entré dans ma vie comme un boulet de démolition, qui avait profité des bénéfices de mon travail et de ma confiance, et qui était maintenant de retour dans son bureau. Poli, conduisant sa BMW argentée. Concluant des affaires et vivant sa vie haut de gamme comme si rien ne s'était passé. Il n'avait pas perdu un centime. Il n'avait pas ressenti une once de peur ou de regret. C'était un déséquilibre que je ne pouvais tolérer. Je ne voulais pas son argent. Je ne voulais pas qu'il soit arrêté. Je voulais juste qu'il sache, physiquement et irrévocablement, que certaines actions entraînent des conséquences que les avocats et le papier ne peuvent pas toucher. Je ne suis pas un homme violent. J'ai construit ma vie avec des clés, pas avec mes poings. Mais je connaissais quelques gars de l'époque où je travaillais sur les chantiers. Des gars qui opéraient en dehors du monde légal propre que j'avais bâti. J'ai appelé Owen, un ancien militaire qui travaillait maintenant comme videur dans une boîte du centre-ville, et Dylan, un mécanicien calme avec une longue mémoire pour les rancunes et un solide code de loyauté. Je les ai rencontrés dans un bar miteux près de l'autoroute. Je n'ai pas joué la victime. J'ai juste posé les faits autour d'une bière bon marché. Ce type a couché avec ma femme pendant des mois, l'a aidé à me mentir. Il pense qu'il n'y a pas de conséquences. Je veux qu'il comprenne qu'il y en a. Owen et Dylan ont échangé un regard complice. Owen a parlé le premier, sa voix grave. On ne tue personne, Étienne. Je ne veux pas qu'il soit mort, ai-je confirmé. Je veux juste qu'il se souvienne de cette semaine pour le reste de sa vie. Ils ont fait leur devoir. Jackson avait une routine de fitness prétentieuse, une marche rapide tard le soir autour de son quartier aisé 2 fois par semaine, généralement vers 22 heures. Probablement pour équilibrer le whisky qu'il buvait. 3 nuits plus tard, nous attendions. Nous étions garés à 3 pâtés de maison, surveillant le signal GPS sur le téléphone de Dylan, qui suivait l'itinéraire. Jackson est apparu à l'heure prévue, sa posture arrogante. Même à distance. Des AirPods dans les oreilles, enfermés dans sa bulle d'importance personnelle. Il a pris un raccourci par une ruelle étroite et peu éclairée entre un pressing et une supérette fermée. Un choix stupide pour un homme de sa tranche d'imposition. Quand il fut à mi-chemin, Owen, Dylan et moi sommes sortis de l'ombre, bloquant son passage. Jackson s'est arrêté, retirant un AirPod, l'irritation brillant dans ses yeux. « Je peux vous aider les gars ?» Je me suis avancé, les mains profondément enfoncées dans mes poches. Mon cœur battait,
mais ma voix était stable. Jackson Taylor? Son expression a changé. Confusion, puis une lueur de reconnaissance écœurante. Je vous connais? Pas encore, ai-je dit. Mais vous connaissez ma femme, Chloé. Hall. La couleur a quitté son visage instantanément. L'arrogance a disparu. Remplacée par une peur primale. Il a reculé nerveusement d'un pas, ses yeux dartant vers l'entrée de la ruelle. Écoutez, mec, je ne veux pas d'ennui. Moi non plus, ai-je répondu, ma voix dangereusement douce. Mais tu m'en as donné quand même. Ce qui s'est passé ensuite a été rapide, brutal et totalement silencieux, à l'exception du grognement d'effort et du bruit sourd des os contre la chair. Owen a frappé le premier, un coup de poing sec et puissant qui a atterri directement dans le ventre de Jackson, lui coupant le soufflet le pliant en deux. Dylan a suivi, un coup de pied vicieux dans les côtes qui a fait tomber Jackson à genoux. Il a essayé de se recroqueviller, se protégeant la tête, mais il faisait face à trois hommes qui savaient comment utiliser leur poids. Nous n'avons pas utilisé d'armes, pas de batte, pas de couteau, juste des poings, des bottes et le genre de violence calculée qui laisse des marques mais s'arrête avant les dommages permanents. Ils se sont concentrés sur ses côtes, ses bras, ses jambes. Ils n'ont rien cassé, mais ils se sont assurés que tout serait atrocement douloureux pour le mois à venir. Je suis resté en retrait, les bras croisés, regardant mes deux associés administrer la justice que le système légal ne pouvait pas rendre. Je regardais Jackson halter et gémir sur le pavé sale, saignant de sa lèvre fendue, ses yeux écarquillés de terreur pure. Quand Owen et Dylan ont reculé, je me suis accroupi à côté de Jackson, qui se cramponnait les côtes, goûtant son propre sang. Tu pensais pouvoir entrer dans la vie d'un autre homme et prendre ce qui n'était pas à toi, ai-je chuchoté, m'assurant que le message était la dernière chose qu'il entendait. Tu pensais qu'il n'y aurait pas de conséquences. Seulement des petits voyages amusants au Grand Méridien. Maintenant, tu sais mieux. Jackson a essayé de parler, mais seul un sifflement en est sorti. Reste loin de Chloé, ai-je continué. Reste loin des femmes mariées. Et si tu penses un seul instant à appeler les flics, souviens-toi que j'ai des photos de toi en train de baiser ma femme, et des vidéos aussi. Je m'assurerai que tous ceux avec qui tu travailles, tous ceux de ton précieux cercle social, tous les membres de ta famille les voient. Je détruirai ta carrière et ta réputation plus vite que tu ne peux conclure une affaire. Compris? Il a hoché la tête. Faiblement, les yeux pleins de larmes. Je me suis levé, et fait signe à Owen et Dylan, et nous sommes sortis de la ruelle. Je n'ai pas regardé en arrière. Je savais que j'avais franchi une limite, une frontière morale définie, mais alors que je rentrais chez moi, une satisfaction sombre et lourde m'a envahi. La justice, pensais-je, a parfois besoin d'un coup de pouce. La tempête était passée. Maintenant, je devais découvrir quel genre d'homme j'étais devenu. 6 mois. 6 mois avaient passé depuis que j'étais resté dans cette ruelle-là. Regardez Jackson Taylor apprendre le prix de son droit. 6 mois depuis que j'avais tourné le dos à cet homme brisé, aux promesses rompues et à la satisfaction tranquille d'une dette remboursée. Le divorce avait été finalisé il y a 3 mois. La paperasse, claire et définitive, confirmait que la maison, l'entreprise et chaque dollar que j'avais gagné étaient sans équivoque à moi. Claire avait fait son travail parfaitement. La menace d'exposer l'aventure de Chloé devant le tribunal et à sa famille était un levier plus que suffisant. Elle a signé sans un mot, prenant les vêtements avec lesquels elle était arrivée. Et le goût amer de la défaite. Mon entreprise, ironiquement, prospérait. C'était comme si l'univers récompensait mon honnêteté, équilibrant enfin la balance. La concentration froide et méticuleuse que j'avais investie dans la planification de la chute de Chloé, je la redirigeais maintenant vers mon travail. J'étais
plus fiable, plus concentré, et les entrepreneurs l'avaient remarqué, m'envoyant des contrats réguliers et bien rémunérés. La tempête était passée et mes fondations, celles que Chloé avait tenté d'abattre, étaient plus solides que jamais. La vie de Chloé, elle, s'était effilochée avec une rapidité prévisible. J'entendais des choses par des connaissances communes, le genre de potin qui filtre quand quelqu'un tombe de haut. L'aventure avec Jackson a pris fin à la seconde où il est sorti de cette ruelle, battu et terrifié. Il n'avait pas voulu d'une maîtresse. Il voulait juste du sexe facile, sans conséquences. Quand les conséquences sont arrivées sous la forme de 3 hommes en colère, il a disparu. Chloé avait déménagé de l'autre côté de la ville, s'installant dans un appartement exigu et bruyant d'une pièce avec des murs fins et le sentiment perpétuellement vide de l'échec. Elle travaillait comme serveuse dans une chaîne de restaurants bon marché. J'imaginais ces 10 heures debout, gérant des pourboires médiocres et des clients impolis, un contraste saisissant avec le yoga et les déjeuners coûteux dont elle profitait autrefois à mes frais. Elle a essayé de me contacter plusieurs fois, des messages demandant à parler, des emails mendiant une clôture. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Il n'y avait plus rien à dire. Sa clôture, c'était la vie qu'elle vivait maintenant. J'ai croisé Jackson une fois, un accident inévitable dans une station-service un vendredi soir. Il portait un manteau coûteux, mais il portait son corps différemment maintenant. Il marchait avec un léger boitement, presque imperceptible, un fantôme de la douleur qu'Owen lui avait infligée. Il payait son essence quand il m'a vu debout à la pompe. Nos yeux se sont croisés pendant peut-être une demi-seconde et la couleur a instantanément quitté son visage. Sa bouche est devenue sèche et ses yeux se sont agrandis d'une peur nuée paralysante. Il a fourré sa carte dans son portefeuille, a abandonné la pompe et reparti rapidement. Il vivait avec, tout comme je lui avais dit qu'il le ferait. Il se souvenait. Quant à moi, l'homme qui a émergé de cette guerre silencieuse n'est pas le même homme, trop confiant, qui croyait en une vie parfaite. Je suis plus réservé maintenant, plus prudent quant à la confiance que j'accorde. Peut-être suis-je devenu cynique, mais je préfère appeler cela une sagesse apprise dans le caniveau. J'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau il y a quelques mois. Olivia. Elle travaille à la caisse de l'épicerie près de mon atelier. Elle est gentille, terre à accent grave-terre, et elle travaille dur, tout comme moi. Elle apprécie l'honnêteté et une vie simple et prévisible. Nous avançons doucement. Elle connaît les bases, c'est que mon ex-femme m'a trompé et que cela a mal fini, mais je garde les détails les plus sombres de ma vengeance sous scellés. Cette partie de ma vie, celle qui implique cette ruelle et cette rage froide et maîtrisée, m'appartient à moi seul. Certaines nuits, quand je suis seul dans cette maison, ma maison, bâtie de mes propres mains, je m'assois dans le silence et je repense à tout. Je ne regrette aucun de mes choix. Ni la surveillance, ni le divorce, ni même cette nuit dans cette ruelle. J'ai protégé ce qui m'appartenait et j'ai veillé à ce que ceux qui ont essayé de me le prendre en paient le prix personnel. Peut-être que pour certains, cela fait de moi un méchant, mais je dors très bien. Car, au bout du compte, la justice a été rendue. Non pas par un système qui récompense la tromperie, mais par un homme qui a enfin su se défendre. Et maintenant, enfin, je suis libre.